남에게 상황을 위한 Thomas Tout d'abord, j'espère que tout le monde va bien. Et aujourd'hui, je voudrais vous souhaiter à tous Tachidele pour la nouvelle année du bœuf de fer. J'espère que cette année, vous serez tous bien. Donc pendant les prochaines semaines, à partir d'aujourd'hui, je vous donnerai l'enseignement sur les deux éloges autobiographiques de Mikio Dorje, les bonnes actions, et puis il a cherché pleinement. Ma principale motivation, alors peut-être que je pense qu'on devrait parler d'enseignement du printemps et non pas des enseignements d'hiver, parce que c'est le printemps et c'est pas l'hiver. Hein. Normalement, l'hiver, c'est simplement pendant l'hiver, les enseignements d'hiver. Donc, je pense qu'on devrait plutôt parler des enseignements du printemps plutôt que des enseignements d'hiver, que le Gunshe. Donc, la raison principale, la motivation principale pour avoir choisi ces textes à enseigner, est que parmi toutes les incarnations du Galwan Karmapa, celle pour laquelle les personnes qui étudient les grands textes philosophiques se sentent souvent le plus proche, c'est la 8e incarnation du Karmapa, Karmapa Mikyo Dorje. Ce n'est pas simplement parce qu'il a écrit les commentaires de Madhyamika, de la Prajnaparamita, etc. C'est aussi parce qu'il a utilisé la force de sa propre intelligence pour écrire de nombreuses explications complètes et infaillibles sur la pensée des sutras et des tantras, les affirmations des grands textes, etc. Et la vision, la méditation et la conduite des grands maîtres du pensée. Je pense que c'est grâce à sa bonté et non seulement les Karma Kamsang, mais aussi que toutes les écoles d'Apokagyu du Tibet peuvent garder la tête haute comme les autres écoles. Et je pense que c'est une des raisons principales. Je ne suis pas particulièrement un érudit spécialiste dans l'étude d'histoire et de l'histoire et des biographies. Et je n'ai pas cette grande perspective sur l'histoire, mais pendant plusieurs années, j'ai acquis un peu d'expérience en lisant les écrits de Mikyo Dorje ici et là. Je n'ai pas été capable de développer foi et dévotion comme il se doit selon le Dharma, mais pour aborder d'une manière ordinaire, j'ai un peu de foi et un peu d'attachement à penser qu'il est quelqu'un qui a fait quelque chose d'important pour nous, qui est quelqu'un qui a été d'une grande bonté pour nous. Si nous pensons que nous pouvons maintenir, que nous devons maintenir et préserver et bien diffuser l'enseignement de la lignée de la pratique, nous devons savoir quelles sont les origines de cette lignée. Aussi savoir comment les ancêtres de la lignée ont établi les enseignements au départ. Comment les maîtres qui l'ont succédé les ont maintenus. Puis en fin de compte, combien de difficultés, combien d'efforts ont-ils fait pour diffuser cet enseignement et ainsi de suite. Plus nous ferons de recherches et d'études sur ce sujet, plus nous pourrons comprendre Sa Majesté, l'essence et le poids de cette lignée.
Nous pourrons en apprécier la splendeur et la valeur. Donc c'est pour cette raison que aujourd'hui, cette année, je ne considère pas cet enseignement comme étant un cours d'histoire, mais je vous demande aussi donc de ne pas comprendre cela comme ceci. Mais ceci dit, je ne dis pas qu'il est mauvais d'étudier les histoires. Hein. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que, quelle que soit l'étude que nous faisons, nous devons nous contenter de nous concentrer extérieurement sur l'apprentissage d'une chose particulière. Non, pas simplement au niveau de l'extérieur de l'histoire, mais nous devons aussi nous intéresser, nous tourner vers l'intérieur et de voir par rapport à nous-mêmes comment, quel effet ces histoires ou ces biographies ont sur notre esprit. Donc, je pensais important de préciser ce point. Donc, les instructions réelles des grands maîtres du passé n'étaient pas écrites sur papier dans un texte quelconque. C'est plutôt comment ils ont vécu, comment ils ont pensé, comment ils ont accompli leurs activités éveillées, etc. Et leur véritable instruction est la pratique qu'ils ont faite dans leur vie. Ce qui va déterminer si un maître est un maître authentique ou pas, c'est la manière dont ils ont pensé et dont ils ont agi tout au long de leur vie. S'ils se sont comportés en accord avec le Dharma ou pas. Et c'est comme ça que l'on va pouvoir identifier quel est un gourou authentique ou pas. Plus particulièrement, les deux autobiographies du Seigneur Mikyo Dorje ne considèrent pas comme acquis qu'il était le Karmapa, qu'il était une émanation d'un Bouddha ou d'un Bodhisattva. Ou quelqu'un qui a affiché de la sagesse, l'amour et la puissance des karmapas précédents, etc. Mais dans l'enseignement de sa vie, c'est qu'il était comme une personne ordinaire, un moine ordinaire, et qui a travaillé dur ou qui a bien agi toute sa vie en harmonie avec le Dharma. Donc, sa vie est comme des instructions directes tirées de son expérience. Donc, sa vie est une pratique extrêmement profonde et factuelle. Donc, lorsque vous écoutez le Dharma, n'oubliez pas la motivation et le comportement que vous devez avoir et veuillez bien écouter attentivement. Donc, avant de commencer à vous expliquer la vie de Karmapa Mikyo Dorje, je vais vous expliquer l'origine du nom de Karmapa et aussi la raison pour laquelle on l'a nommé celui qui porte la coiffe noire. Et aussi peut-être vous parler un petit peu une introduction brève de la lignée Karma Kamsang. Donc c'est ce que l'on va faire en guise d'introduction. Donc la lignée des maîtres de Karmapa, la lignée des Karmapa. Quelle est l'origine du nom Karmapa? Qui est le premier Karmapa? Au Tibet, il y a différentes opinions, différentes manières d'expliquer l'origine du mot Karmapa, qui était le premier Karmapa. Mais d'une manière générale, le Dulgensen, le grand maître Sagyapa, dans son texte, il écrit
On explique que Dusum Khenpa est une émanation du 6e Bouddha de ce bon néon, le Bouddha Shima. Mais on dit que Karma Pakshi est aussi une émanation de Sahara et non la réincarnation directe de Dusum Khenpa. Donc je pense que c'est le premier détenteur de la coiffe noire du karma. Le Karmapa devrait être identifié comme un Karma Pakshi. Cependant, il est clair que le nom Karmapa a été donné à Dusum Khenpa pour avoir fondé Kamponenang, Ame, Karmapa Lateng, à Bar et le monastère de Tsopru à Te. Il y a donc simplement une raison d'appeler Dusum Khenpa le Karmapa. Voilà, c'est ce que dit le Metsagam Mutu Lujun Gyatso. Donc l'essentiel de ce qu'il dit est c'est qu'il n'y a pas d'explication au fait que Karma Pakshi soit la réincarnation du Dusum Khenpa. Par conséquent, le premier Karmapa doit être Karma Pakshi. Par ailleurs, Dusum Khenpa, qui a fondé le monastère de Te en Haut-Tibet, du Mé dans le Bas-Tibet, et de Karmaladen, et en particulier Karmaladen, a reçu le nom de Karmapa. Donc on peut dire que Dusum Khenpa a été le premier Karmapa, mais il n'était pas le vrai premier Karmapa. Le vrai premier Karmapa, à proprement parler, c'est Karma Pakshi. Donc il y a beaucoup d'autres facteurs, d'autres personnes, d'autres auteurs qui ont fait aussi beaucoup de recherches. Et parmi tous ces grands chercheurs, de nombreux chercheurs de Gelugpa ont fait des conclusions qui vont dans ce sens. Par exemple, Teuken Losang Chokinima a dit dans son le miroir de cristal des écoles philosophiques, certains disent que l'étudiant Pondrapa, Karma Pakshi, est une réincarnation de Dusum Khenpa, mais il est connu comme une émanation de Sahara. Et il n'y a donc pas de source historique pour dire qu'il est une renaissance de Dusum Khenpa. Donc dans la même ligne, le 5e Dalai Lama, le grand 5e, le Dalai Lama a déclaré: lorsqu'il se trouve au milieu des combats entre les tigres et les lions et des savants Sakya et Gelug, le méditant Kagyu qui ressemble à des renards doit faire attention. Donc c'est vraiment comme ça. Parce que entre tous les grands érudits Sakyapa et Gelugpa qui discutent entre eux, le méditant qui est le Kagyupa doit faire très attention comme un renard. Mais il nous faut vraiment observer si c'est véritable ou pas. Donc à cette époque, contrairement à ce qui passait avec les Karmapas ultérieurs, il n'y avait pas de tradition de reconnaître Karma Pakshi comme étant une émanation ou une réincarnation de Dusum Khenpa et d'avoir un rituel spécifique pour l'intronisation. Mais en réalité, Karma Pakshi lui-même a dit clairement qu'il était une émanation et une incarnation de Dusum Khenpa. Dans son autobiographie intitulée Le sujet de la réalisation des 3 temps pour devenir intemporel et un ou par achever la grande puissance, il écrit la vie de Dusum Khenpa. Dans un futur proche, il apparaîtra dans les 7 lieux Siddha à Lodrak, au Tibet, pour un seul être. De plus, lorsqu'il a vu la rivière Jishu, il aurait dit « Il y en aura un qui réalisera mes intentions et Yomba Gompawa n'entrera pas dans la voie ultime d'ici 2 à 3 vies. » Pour ces raisons, afin d'accomplir ces 3 intentions du Dusum Khenpa, bien que je sois maintenant connu sous le nom de Karmapa, j'ai pris naissance avec conscience et vigilance dans le clan des empereurs Drilung, une terre riche du vrai Dharma. Donc, Dusum Khenpa avait fait la prophétie, avait prophétisé ce qui allait se passer dans le futur, où est-ce qu'il renaîtra, etc. Et c'est ce que Karma Pakshi explique dans la biographie qu'il a écrite du Dusum Khenpa.
Donc il est dit également dans la même biographie que l'être des temps passés, connu sous le nom de Susunkapa et du Dharmakaya Ranjung Dorje, sont de différentes paroles et en temps, mais ils ne sont en effet qu'une seule essence. O atual Dharmakaya Imaculado Ranjung Dorje são diferentes em palavras e em tempos diferentes, mas na realidade eles são um em essência. Une certaine interférence. On a entendu maintenant dans toutes les langues des dieux, les langues des Nagas. Donc il est dit que donc Dharmakaya, Ranjung Dorje et Desum Khenpa ne sont pas contemporains, mais en essence ils sont un. Donc Karma Pakshi, a été prophétisé dans le testament, les paroles testimoniales de Desum Khenpa. Parce que quand on fait référence à Ranjung Dorje, on fait référence aussi au nom secret de Karma Pakshi. Donc il est dit dans cette biographie que Desum Khenpa et Ranjung Dorje ne vivent pas en même temps, mais ils sont un en essence, ils sont la même essence. Donc dans la biographie de Pondrapa, l'élève de Desum Khenpa, Karma Pakshi rapporte de nombreux cas où son gourou Pondrapa eut des visions pures de lui en tant que Desum Khenpa depuis leur rencontre. Donc il a dit, hier soir Desum Khenpa et les Kagyu étaient visibles au-dessus de vous. Vous devez avoir une fortune karmique. Aujourd'hui, j'ai eu une vision de Desum Khenpa remplissant l'espace. Vous êtes l'heureux élu, alors n'y allez plus, restez ici et pratiquez mon dharma, a-t-il dit. Donc, qu'est-ce que cela signifie, ces prophéties? Donc, le Pondrapa, c'est le disciple de Pondrapa. Et Pondrapa a vu au-dessus de la tête de Karma Pakshi tous les de Desum Khenpa et tous les maîtres Kagyu au-dessus de lui. Donc aussi, Karma Pakshi a restauré les 3 monastères construits par Desum Khenpa et il y a diffusé l'enseignement du Dharma. De ce fait, il n'était pas différent que du Seigneur Desum Khenpa. Il n'a pas fait autre chose que ce que le Desum Khenpa aurait fait lui-même. Ainsi, les disciples ultérieurs ont accepté comme bien connu et incontesté le fait que Karma Pakshi était le Nirmanakaya de Desum Khenpa. Donc les coutumes à cette époque, donc, il n'y avait pas cette tradition de faire des intronisations, de reconnaître les tulku. Ça n'est pas encore développé, mais cela ne signifie pas qu'il n'y avait pas de réincarnation ou d'émanation de Desum Khenpa. Par exemple, dans les contes Jataka de vie antérieure du Bouddha, il n'y avait pas de reconnaissance ou d'intronisation. On ne disait pas ça, c'est la réincarnation de tel ou tel maître, mais cela ne signifie pas qu'il n'était pas des incarnations de Bouddha, de différents Bouddhas. Ensuite, le Karmapa est bien connu et loué sans conteste pour être dans le même courant d'esprit que le 6e Bouddha de ce bon éon. D'où vient cette réputation d'être le 6e Bouddha de ce bon éon? Ça vient des prophéties de Lama Shang. Parce que Lama Shang, dans les prophéties de Lama Shang, révélées à Yudrak, il dit « Il est le 6e Bouddha de ce bon éon ». Et à partir de là, il y a eu une énorme foi et dévotion qui s'est développée envers le Karmapa. Donc, lorsque nous regardons les histoires et les récits des vies saintes, il n'y avait pas coutume
de considérer ou d'appeler Dusum Khenpa comme étant le Karmapa. Dans un texte qui s'appelle La fête des savants, et dans d'autres textes, il est consigné que lorsqu'il est parti en tant que moine, il eut la vision pure des Dakini, le désignant comme l'incarnation de l'activité des Bouddhas et l'appelant le Karmapa. Donc, lorsque nous examinons ces récits de vision pure, il semble qu'il s'agit d'un nom secret et qui n'était pas un nom qui était connu par tous. Le nom Karmapa était le nom secret de Dusum Khenpa, mais pas un nom reconnu par tout le monde, ou connu par tout le monde. Pour cette raison, il est bien connu que Karma Pakshi se faisait donc appeler Karmapa. Et c'est pour ça que son nom principal est devenu Karmapa. Parce qu'il existe beaucoup d'autres cas où la renaissance est connue sous le nom secret de prédécesseur. Par exemple, le nom secret de Karma Pakshi, c'était Ranjung Dorje. Et Ranjung Dorje, c'est le nom principal, le nom le plus connu, le nom extérieur, le nom principal du troisième Karmapa, Karmapa Ranjung Dorje. Mais Ranjung Dorje lui-même avait pour nom secret Rilpe Dorje, qui fut le nom principal du quatrième Karmapa, et ainsi de suite. Et c'est le cas dans plusieurs autres cas également. Donc c'est pour ça que parfois on confond un petit peu les œuvres de Karma Pakshi de Ranjung Dorje, parce qu'elles sont toutes les deux signées par Ranjung Dorje. Et parfois, c'est le nom secret de Karma Pakshi, parfois, c'est le nom principal du troisième Karmapa, Ranjung Dorje. Donc, cependant, il est dit dans le guide Karma Chamé sur les monastères Kagyu que Karma Pakshi a été appelé Karmapa parce qu'il a séjourné au monastère de Karmagun. Mais le fondateur Mais ce n'est pas forcément pour cela, parce que le fondateur du monastère de Karmagun, c'est Dusum Khenpa. Donc on pourrait penser que Dusum Khenpa était celui qui aurait dû être aussi appelé Karmapa. Mais peut-être aussi, est-ce que parce que Karma Pakshi a vécu pendant très longtemps à Karmagun, qu'on lui a donné le nom de Karmapa. Voilà, c'est ce qui explique, je n'ai pas trouvé d'autres sources là-dessus, mais c'est ce qu'explique Karma Chagme dans son manuel sur les monastères Kadyopa. Alors, l'affirmation selon laquelle Karma Pakshi a fondé Karma Lagen est fausse. Ce n'est pas juste par rapport au temps, il y a un problème de date. Car le monastère de retraite de montagne de Karma Ledeng a été fondé par Ranjung Dorje. Et c'est clairement expliqué dans l'autobiographie même de Ranjung Dorje, écrite par lui-même, et dans d'autres sources. Donc là-dessus, il n'y a pas de discussion. Donc en résumé, donc l'essentiel ici est que le premier Karmapa connu sous le nom de Karmapa, c'est Karma Pakshi. Et c'est le premier porteur de la coiffe noire, c'est Dusum Khenpa. Mais le premier considéré comme étant reconnu comme un tulku, comme une réincarnation, c'est Ranjung Dorje. Donc c'est pour ces raisons qu'il y a aussi dans une des prophéties de Dusum Khenpa, de Mikyo Dorje, non, ça, pardon, j'ai sauté une citation. Donc maintenant, dans les explications du Yoga Tantra de Mikyo Dorje, il est dit
De nos jours, dans la lignée d'Apokagyu, il y a Bhutan et Ranjung Dorje qui sont les yeux incontestés du Dharma, des sutras et des tantras. Et parmi ces derniers, parmi ces deux, le dernier est connu sous le nom de Ranjung Dorje omniscient. Celui qui est connu sous le nom de Ranjung Dorje l'omniscient fut le premier à porter le nom de Karmapa et le troisième porteur de la coiffe noire. Fut le deuxième à porter le nom de Karmapa et le troisième porteur de la coiffe noire. Donc je pense que c'est une citation très importante. Donc Ranjung Dorje, le troisième Karmapa, Ranjung Dorje c'est le deuxième à porter le nom de Karmapa, mais le troisième à porter la coiffe noire. Donc, qui est le premier à être connu, vraiment connu sous le nom de Karmapa, Karmapakshi. Mais si on regarde la coiffe noire, Ranjung Dorje c'est le troisième, Karmapakshi c'est le deuxième, et Dosum Khenpa c'est le premier porteur de la coiffe noire. Voilà pour un peu ce qui est écrit en détail dans l'histoire, dans les livres d'histoire. Maintenant, on parle beaucoup de la coiffe noire, de porteur de la coiffe noire. Donc il y a quelque chose qui est particulier, spécifique au Karmapa, qui est le fait de porter une coiffe noire sur la tête. Et c'est pour ça que parfois on appelle le Karmapa le porteur de la coiffe, le Shanakpa, celui qui porte la coiffe noire. Donc le Karmapa lui-même portait la coiffe sur sa tête et récitait les manies, distribuait des pilules noires de cette naissance. Et il donnait aussi également à d'autres étudiants des coiffes de la même forme, mais parfois blanches, jaunes, rouges ou vertes. Et il donnait aussi des pilules qui permettaient de guérir beaucoup de maladies, qui étaient fabriquées lors des cérémonies de la coiffe noire. En général, les personnes qui ont la foi dans le Karmapa du point de vue du Dharma ou qui lui sont attachées du point de vue mondain, même si elles ne connaissent pas vraiment le symbolisme et l'histoire de la coiffe noire, ils diront que c'est la libération par la vue ou que la coiffe noire est très sacrée. C'est ce qui est dit. Il y a aussi certaines personnes qui disent que la coiffe noire du Karmapa n'a pas de signification symbolique dans le Dharma, mais qu'il s'agit d'une coiffe qui lui a été donnée par des empereurs mongols et chinois. Et qu'elles sont donc comme la coiffe, comme la couronne de la reine d'Angleterre, juste simplement pour représenter son autorité ou son pouvoir. Donc il y en a encore qui disent que le Karmapa utilise les cérémonies de la coiffe noire pour obtenir des offrandes, pour récupérer de l'argent. Donc la coiffe noire, c'est un outil pour accumuler des richesses. Oui, il y a des gens qui disent cela. Il y en a encore qui disent que la coiffe noire du Karmapa, que ce n'est pas en accord avec le Vinaya. Parce que c'est le chapeau noir des Maras, ce n'est donc pas que le porter c'est mal, etc. Oh, il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses différentes. D'un côté, c'est parce que la coiffe noire du Karmapa est devenue tellement connue qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de cela, qu'il y a beaucoup de conversations autour de cela. Et d'un autre point de vue, parce qu'ils ne connaissent pas le symbolisme et l'histoire de la coiffe noire, ils ont beaucoup de projections, ils imaginent beaucoup de choses, ou alors il y a beaucoup de dénégations aussi. Donc d'abord, quand la coiffe noire est-elle apparue pour la première fois? Si on se pose cette question, a-t-elle été... Elle a probablement été portée la première fois à l'époque de Dosum Khenpa. C'est ce que je pense. Tuken Lobsang Chogyinima, dans son miroir de cristal des écoles philosophiques, il dit « On dit que Dosum Khenpa portait une coiffe noire
C'est pourquoi il est devenu connu comme le porteur de la coiffe noire. Cependant, le roi mongol a donné à Karma Pakshi une coiffe noire d'activité, et c'est certainement à partir de ce moment que les incarnations ont été connues comme porteuses de la coiffe noire. De nos jours, les rangs des ministres chinois se distinguent par les ornements et leurs chapeaux, les ornements de leurs chapeaux. C'est une nouvelle tradition des empereurs de Qing. Sous les dynasties mongoles et Han, ils se distinguaient sous la forme de leurs chapeaux. Les précepteurs impériaux recevaient des coiffes noires avec des flammes d'or et il semble que pour cette raison, l'empereur Yolok ait donné à Jamyang Shije et à d'autres des coiffes de ce type. Par conséquent, je soupçonne que dire que la noire des Karmapa a été faite à partir d'un cheveu d'un million d'Akini, c'est quelque chose qui est inventé. C'est un conte inventé de toutes pièces. Donc, il dit que la coiffe noire n'existait pas avant Karma Pakshi, que ce n'est pas quelque chose de sacré, que c'est simplement un grade, une forme de grade qui a été donné par les empereurs chinois à Karma Pakshi. Donc, pour savoir si effectivement le Dusum Khenpa portait ou pas la coiffe noire, il faut rechercher dans les histoires des vies fiables. Donc, parmi les œuvres, dans les œuvres complètes de Dusum Khenpa, il figure un texte qui s'est intitulé « Les trois cycles sur l'union » ou la fusion. Il s'agit de notes prises par un disciple direct de Dusum Khenpa. Et on peut y lire « Pensez qu'au-dessus de votre coiffe, il y a un disque de lune blanc et tourbillonnant. Au-dessus de cela, visualisez votre gourou racine, inséparable de Dusum Khenpa, aux cheveux blancs avec une coiffe noire comme la lumière et la nature de la lumière. » Donc voilà ce qui est écrit. Ça veut dire donc, à partir de cette époque, les étudiants de Dusum Khenpa ou les disciples de Dusum Khenpa, quand ils faisaient le Guru Yoga de Dusum Khenpa, ils le visualisaient avec une coiffe noire. C'est la tradition qui voulait cela à l'époque de Dusum Khenpa. Donc il est également écrit dans le texte de Karma Pakshi, réaliser les trois temps pour devenir intemporel, etc. Il est dit, parce que le Seigneur du Dusum Khenpa a été béni comme la sagesse auto-émanée d'une émanation d'Indrabodhi, dans la perception de tous ses disciples, il est apparu comme une émanation inconcevable et s'est manifesté comme un reflet dans un miroir. Parce qu'il était en essence, le même en essence que Sarah, en tant que symbole de la nature immuable du Dharma, il portait une coiffe de soie noire avec un flambeau d'or, telle qu'elle n'était jamais apparue nulle part auparavant sur Terre, représentant le Mahamudra, la sagesse coémergente, irreprésentable à travers les divers symboles. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il portait une coiffe noire avec un flambeau d'or et qui était inconnu jusqu'alors. Que c'était la première fois. De même, dans une citation de Mikyo Dorje, a présenté dans un texte explicatif de la coiffe noire, il est dit que dans une ancienne biographie de Dusum Khenpa, il est dit il portait sur la tête une coiffe de soie noire avec des motifs et des monticules de fleurs rondes. Donc c'est dans une vieille biographie de Dusum Khenpa que l'on trouve cette citation de Mikyo Dorje. Dans de nombreux autres livres d'histoire, comme dans la fête des savants, il raconte que lorsque Dusum Khenpa est rentré dans la vie monastique, il eut la vision des Dakini qui lui ont mis sur sa tête une coiffe noire et lui ont donné le nom de Karmapa, parce qu'il était l'incarnation de l'activité des Bouddhas. Et pour cette raison, il s'est mis à porter, à partir de ce moment-là, la coiffe noire.
De plus, la coiffe que portait Dusum Khenpa fut plus tard conservée parmi les trésors du monastère de Tsurphu. Donc comment on peut savoir cela? Un des maîtres, il a 4 maîtres principaux, Mikyo Dorje. Mais celui qui lui a enseigné les grands traités de philosophie, qui s'appelle Karma Chenpa, dans un résumé de la libération, j'ai Karma Chene, il est dit, certains affirment que la coiffe d'initiation de Saraha est de ce fait aussi constituée de cheveux des 1000 dakini. C'est l'histoire d'une émanation et c'est donc inconcevable pour les individus ordinaires. On dit qu'elle se trouve dans le trésor noir de Tsurphu, mais à l'heure actuelle, nous ne l'avons pas vue. Donc il dit qu'effectivement, il y a cette véritable coiffe noire qui est là. On dit qu'elle est là, qu'elle est présente, qu'elle a été faite par les cheveux des 1000 dakini, mais qu'elle est dans le trésor, alors ce qu'on appelle le trésor noir à Tsurphu, mais que pour l'instant, qu'il ne l'avait pas vue. Aussi, le 15e Karmapa, Kakyab Dorje, quand il a intronisé le deuxième Jomgon Control, Kensei Ser, à Tsurphu. Et permis à Jomgon Control de mettre sur sa tête la coiffe de Dusum Khenpa. Donc, c'est ce que l'on retrouve dans l'histoire de la vie de Jomgon Control, le deuxième. Donc, en résumé, nous pouvons déduire de ces histoires que la coiffe noire portée par les Karmapas date de l'époque du Karmapa Dusum Khenpa. Elle ne lui a pas été offerte pour la première fois par un roi protecteur ou par un grand personnage ou un lama. Au contraire, il a été clair qu'elle a été faite par lui-même ou que d'autres personnes l'ont fait sous sa direction, puis il l'a mise sur sa tête. Mais ce qu'il nous faut vraiment comprendre ici, c'est que lorsque nous disons que le Karmapa est le porteur de la coiffe noire, que nous appelons la coiffe noire, hein, nous le disons par commodité. Parce qu'en réalité, la coiffe du Karmapa, la couleur de la coiffe du Karmapa, c'est un bleu profond ou un noir bleuté. Mais ce n'est pas une coiffe véritablement noire. La raison pour laquelle donc la forme et la couleur c'est relié à la pratique des tantras. Par exemple, dans le Kriya Tantra, il y a les initiations de l'eau et des pouvoirs de la coiffe. Et parmi eux, la coiffe peut être considérée comme un de ces ornements pour donner l'initiation. Et ces coiffes peuvent avoir des couleurs et des formes différentes selon les 5 familles de Bouddha. Mais pour symboliser la coiffe du Karmapa, symbolise la famille d'Akshobhya, la famille Vajra. Et cette coiffe porte un Vajra donc sur sa flamme. Et la couleur bleu foncé symbolise qu'il est inébranlable ou inébranlable par rapport à la nature du Dharma. Donc, comme tous les gens utilisent l'espace comme symbole de l'immuabilité, sa couleur bleu foncé, d'un bleu profond, a été prise comme exemple pour la fabrication de la coiffe. En bref, lorsque l'on pratique les mantras secrets, le Vajrayana, il existe des méthodes extraordinaires pour inverser la fixation sur les apparences ordinaires par le biais des symboles, des significations ou de signes, par le biais de symboliser, de ce qui est symbolisé, de ce qui est le symbole. De même, il existe de nombreuses explications de la coiffe noire.
Parmi toutes ces explications sur la coiffe noire, il en existe une qui c'est une histoire qui est très ancienne et qui existe encore de nos jours, qui est écrite par le troisième Karmapa Rongjung Dorje. Donc, le texte qu'il a, Namo Guru, je me prosterne devant les gourous. Dakini, accordez-moi vos bénédictions. Je vais expliquer en partie les qualités de cette coiffe noire aux ailes de Garuda et à la flamme d'or. La base légèrement foncée est le symbole du Dharmakaya immuable, les côtés carrés et le symbole des quatre incommensurables. Elle a deux ailes de Garuda, c'est le symbole de l'inséparabilité des moyens et de la sagesse. Avoir 3 points est le symbole que les 3 kayas sont en lui complets. Avoir 4 couleurs est le symbole de la réalisation des 4 activités. Elle est parée des 5 soies, c'est le symbole des 5 familles présentes au-dessus de sa tête. Elle a le parasol de soleil et la lune, c'est le signe que le gourou est un joyau qui exauce les souhaits et qui l'accompagne toujours, jamais séparé. Avoir une marque sur le front est le symbole que connaître un dharma, c'est réaliser la libération de tous les dharmas et comprendre que tout ce qui est connu ne fait que un. Cette coiffe qui porte ces symboles est l'arc-en-ciel du grand Brahman. Elle a été conférée par les Dakinis, c'est la coiffe de Dusum Khenpa. Que ceux qui ont foi et dévotion en cette coiffe rencontrent le glorieux Dusum Khenpa. 디 다가를 지 천재 토안에 다가를 근데 그 상하기 지금 탐에 낭신 도타오기. Voilà les explications en fonction du symbole et de ce qui est symbolisé selon les tantras. Nous allons faire une pause maintenant. Donc nous allons faire la pause et nous reprenons dans 30 minutes. Est-ce que j'ai encore un petit peu de choses à vous dire? Je vous explique un petit peu en résumé l'histoire de l'origine de la coiffe noire. Maintenant, l'une des activités extraordinaires ou spécifiques du Karmapa, ce n'est pas simplement de porter sur sa tête la coiffe noire, mais aussi de faire cette cérémonie où il montre cette coiffe noire. Alors, cette cérémonie de la coiffe noire, de montrer la coiffe noire, il est difficile de déterminer avec précision l'origine de cette cérémonie. C'est assez difficile d'identifier son origine. À l'époque du 7e et du 8e Karmapa, il y avait cette cérémonie de la coiffe noire. Donc c'est peut-être apparu légèrement avant. Dans la biographie de Sonam Gyaltsen, il est écrit il y a les origines, un bref énoncé de l'origine de cette cérémonie. Donc, Karmapa Rongjung Dorje a reçu la visite de Sonam Gyaltso. Il lui a demandé de montrer la coiffe noire. Il disait que, d'une manière générale,
on ne montrait la coiffe noire que lorsqu'il y avait beaucoup de monde, mais qu'exceptionnellement, il pouvait faire une exception pour ce Tulku Sonam Gelsen pour lui montrer la coiffe noire. Il a demandé à ce moment-là qu'on lui apporte la boîte de la coiffe noire et il a mis sur sa tête cette coiffe. Et lui a montré sa coiffe noire, a fait la cérémonie pour son invité. Puis à la fin, en remerciement, lorsqu'il faisait ses offrandes de remerciement, Gyalwang Sonam Gyaltso, il a vu que la coiffe noire flottait dans les airs en face de Karmapa et il développa énormément de foi et de dévotion envers le Karmapa. Donc le grand cinquième, le Dalai Lama, il a dit, mais c'est probablement vrai qu'il n'y a rien de faux à dire qu'il est probablement fait que cette coiffe noire est fabriquée par les cheveux des Dakini. C'est probablement vrai. Parce qu'après avoir vu cela, donc c'est probablement vrai que c'est les véritables cheveux des Dakini. Donc ainsi, Sonam Gyalpo a été témoin de quelque chose d'absolument extraordinaire, miraculeux. Pour ce qui est de la cérémonie elle-même, il y a eu beaucoup de changements qui lui ont été apportés. Dans les récits oraux des anciens maîtres de Tsolpu, il y a même eu de nombreux changements au cours de la vie du 16e Karmapa. Même à l'époque du 16e Karmapa, il y a eu quelques différences. La description la plus claire de la cérémonie de la coiffe noire de l'époque des premiers Karmapas se trouve dans l'autobiographie de Situ Chekijurne. Il écrit qu'il a vu des notes de l'époque écrites par le 9e Karmapa, Wanchuk Dorje, qui décrivent comment était faite cette cérémonie de la coiffe noire. Mais je ne peux pas trop vous donner, rentrer trop dans le détail aujourd'hui. Ce qu'il faut important, c'est que principalement, lorsqu'il porte la coiffe noire, le public est inspiré. Le public est inspiré. Ils veulent réciter 10 millions de manies, effectuer des libérations de vie, abandonner les conflits et d'autres actes vertueux de ce genre. De nos jours, au Tibet, les coutumes consistant à réciter des manies, pas simplement au Tibet, mais aussi dans les pays himalayens, Népal, etc., la coutume, il y a une coutume de réciter énormément de manies avec une mélodie bien particulière. Et aussi chanter le mani et porter aussi un moulin à prière. C'est une tradition qui est très répandue. Réciter le mani avec mélodie et utiliser des moulins à prière pour les manies, quelle est l'origine de cela? À l'époque de Karmapakshi, le deuxième Karmapa, il avait son principal idam qui était Chenrezi rouge, Gyalwang Gamso. Donc, oui, son idam, c'était le grand compatissant, Chenrezi Gyalwang Gamso, Chenrezi rouge. Et il eut une vision dans laquelle les Dakini des 5 familles lui ont dit de faire en sorte que le public récite les manies de cette façon. Ils lui ont dit chanter le mani avec une mélodie et toutes les personnes qui réciteront et qui entendront ce mani avec cette mélodie, nous les bénirons. Donc ensuite, après
où qu'il aille, le Karmapa Pakshi, il faisait la cérémonie de la coiffe noire, il portait la coiffe noire et il aussi récitait le mani avec cette mélodie. On retrouve cette histoire, et c'est l'origine de ce mani chanté dans les grands écrits comme la Fête des savants et d'autres histoires. Selon certaines histoires modernes, lorsque Drungan Shepa est allé en Mongolie, les gens ont dit « Oh, Karma Pakshi n'est rien qu'un réciteur de mani ». Donc, c'est comme ça qu'il était connu, Karma Pakshi, comme quelqu'un qui récite le mani, qui chante le mani. Donc, en bref, réciter des manis, ou les réciter avec une mélodie, et porter des moulins à prière en récitant des manis, ou des moulins à prière chargés de manis et réciter des manis avec mélodie, ou en accumulant un grand nombre de manis, se sont développés au Tibet grâce à Karma Pakshi. Et c'est Karma Pakshi qui a répandu cette coutume, comme l'explique le Sentien Panchen, Losang Tempe Nima et d'autres maîtres. Lorsque le 5e Karmapa de Shinchepa s'est rendu à Nanking à l'époque de l'empereur Ming, Yonglo, le mantra mani est devenu très populaire. Et le nom de mantra du mani a été très relié au Karmapa. Au début, pour les Chinois, c'était très étrange. Ils ont trouvé ça étrange pour les Chinois, parce que c'était un petit peu comme par exemple en anglais, où au lieu de dire Om Mani Pemeung, on dirait Om Monnaie, la monnaie, Pemeung, etc. Donc les Chinois, ils pensaient que c'était quelque chose qui avait été inventé, que c'était une sorte de jeu de mots. Il y a beaucoup d'histoires qui racontent cela dans les histoires, des histoires chinoises. Leur première rencontre avec le mani, mais je n'ai pas le temps de tout vous raconter aujourd'hui. Donc pour cette raison, les raisons que je viens de vous expliquer, nous pouvons comprendre que la cérémonie de la coiffe noire vise principalement à encourager les gens à faire la vertu, à faire le bien. Mais cependant, les anciennes, très bonnes traditions anciennes s'affaiblissent. Et il semble parfois que, et on ne peut pas le reprocher aux gens, que la cérémonie de la coiffe noire ne soit qu'un moyen de recueillir des offrandes, n'est pas très importante. Donc, pour nous, il est donc important de préserver la pensée, les intentions des karmas précédents, sans erreur et sans faute. C'est important. Lors des cérémonies de la coiffe noire, les coiffes noires, les premières coiffes noires de Sum Khenpa et de Karma Pakshi étaient simplement cousues dans un simple tissu noir. Et ne comportaient aucun bijou ou autre ornement. La coiffe du Mahasiddha Karma Pakshi, on peut la voir maintenant, qui se trouve au monastère de Karma aujourd'hui, Karmagan, et est faite de matériaux très ordinaires. Il n'y a rien d'extraordinaire. Donc plus tard, les empereurs du Yuan et Ming ont fait de nombreuses offrandes au Karmapa. Et au Tibet, on disait de cela que la richesse des Karmapas est sans limite, n'a pas de limite. Ça signifie que les Karmapas précédents ont recueilli de nombreux trésors en Chine, au Tibet et en Mongolie. Donc, puisqu'ils étaient très riches, c'est pour ça que l'on dit que la richesse des Karmapas n'a pas de limite. Beaucoup d'entre eux ont été, mais il y en a beaucoup d'entre eux de ces trésors qui ont été perdus pendant la guerre avec Groshikan, le Mongol. Et tout a été
perdu pendant la révolution culturelle aussi. Les quelques trésors du 16e Karmapa ont pu être apportés en Inde, sont actuellement enfermés au monastère de Romtek. Et nous avons beaucoup de reconnaissance au 16e Karmapa pour avoir amené ces quelques trésors restants en Inde. Nous, les Karma Kamsang, devions apprendre de nos pertes et de nos erreurs et en tirer des leçons. C'est important d'apprendre de nos erreurs. Mais il semble que ce ne soit pas vraiment le cas pour beaucoup de monde. Les histoires des biographies disent que beaucoup d'empereurs mongols et d'empereurs chinois ont donné de nombreuses offrandes. Mais il y en a surtout deux que nous pouvons identifier. Et comment le sait-on? Dans les questions et réponses à Karma Chinlepa, c'est très clairement expliqué. Dans le campement actuel, il y en a un fait de tissu mongol de l'empereur mongol Timurkhan, que l'empereur Timurkhan a offert à Rölpe Dorje, et un autre appelé Zamling Yeshak, parsemé de nombreux bijoux donnés par l'empereur chinois Qingha au seigneur Tongwa Denden. Donc on dit ici qu'il y avait deux coiffes. Dans la biographie des Karmapa, des précédents Karmapa, on dit qu'il portait la coiffe dont la vision a du sens, ou encore la coiffe de Zamling Yeshak. Donc nous pouvons en déduire qu'il y avait deux coiffes différentes utilisées dans les cérémonies de la coiffe noire. Pour celle que le 16e Karmapa portait lorsqu'il voyageait à travers le monde, laquelle de ces deux coiffes portait-il? Nous ne sommes pas en mesure de savoir laquelle des deux il portait. Les vieux lamas de Tsurpu, en général, les vieux lamas de Tsurpu, ils racontent aussi beaucoup de choses. Donc, que disent-ils quand même? Que celle que portait le 16e Karmapa, c'est celle offerte par l'empereur Yonglo. Mais dans l'histoire de la vie de Deshin Chekpa, il y a plusieurs biographies de Deshin Chekpa, mais dans une qui est écrite par son propre disciple, Sopu Jayan Chenpo, qu'est-il écrit dedans? Il est écrit qu'avant que l'empereur Ming Yunglo ne rencontre le Karmapa, il fit un rêve. Dans ce rêve, dans l'espace en face de lui, il vit le Bouddha Ragnashikin, entouré de nombreux bodhisattvas. Et il vit ceci en rêve. Et ce Bouddha, instantanément, se transforma en le Karmapa. Il prit la forme du Karmapa, le gourou de l'Ouest, le Karmapa. Et Karmapa portant la coiffe noire. C'est ce qu'il vit en rêve. Puis plus tard, lorsqu'il rencontra réellement Deshin Chekpa, il se rendit compte que c'était exactement la même personne qu'il avait vue en rêve précédemment. C'était exactement la même personne, le même corps, la même forme physique. Donc l'empereur fut extrêmement ravi de cela. Et il lui fit des éloges. Il écrit une éloge qui s'appelle Ragnashikin, paré de pierres précieuses. Il aussi dessina un tableau, il fait un portrait. En plus, l'empereur consacra son nom.
Il lui donna le même titre que les précieux rois du Rama, et ainsi de suite. Les mêmes titres que ceux qui avaient été donnés à Drogon Chakpa, à l'empereur, à l'époque des empereurs Yuan. Mais il ajouta le titre Deshin Shekpa. Pourquoi ajouta-t-il le nom Deshin Shekpa? À cause de son rêve, en raison de son rêve. Ranashikin. Il ajouta le nom Deshin Shekpa. Et c'est pour cette raison que le 5e Karmapa, en fait, est devenu communément connu sous le nom de Deshin Shekpa. Mais ce n'était pas son premier nom, son nom premier, le 5e Karmapa. Il est devenu célèbre sous le nom de Deshin Shekpa grâce à ce titre donné par l'empereur. Cependant, il n'existe aucune trace de lui offrant une coiffe à cette époque. Il n'y a aucune trace écrite comme quoi l'empereur aurait, avec respect, offert une coiffe à Deshin Shekpa. Donc, on a un peu de doute là-dessus. Donc, les vieux lamas, qu'est-ce qu'ils nous disent aussi? Ils disent que la coiffe de Jiang, offerte par le roi de Jiang, qui est un peu plus bleue, est un peu plus bleue que la coiffe actuelle. Mais cette coiffe de Jiang, donc qui est d'une couleur beaucoup plus bleutée que la coiffe actuelle, elle a été laissée au Tibet et elle a été perdue pendant la révolution culturelle. Il n'y a donc aucun moyen de savoir où elle se trouve actuellement. Cependant, je n'ai vu dans les récits des vies des Karmapas que des récits du roi de Jiang offrant une coiffe en or, mais pas d'une autre couleur. Donc je pense que la coiffe qui est restée au Tibet, alors moi, ce que je pense, c'est qu'il est possible que la coiffe qui est restée au Tibet est peut-être l'une des deux que j'ai mentionnées précédemment. Donc c'est possible que ce soit ça, mais je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Donc quoi qu'il en soit, l'empereur Ming Yuglo a également donné à Jamshen Shöje une coiffe noire qui avait la forme des 5 familles de Bouddha. Mais même si elle était de la même couleur que la coiffe du Karmapa, elle était d'une forme différente. De même, l'empereur Ming Sengye a offert une coiffe noire à Goshi Paljor Dendrop, mais lorsque Goshi Paljor l'a mise, donc Goshi Paljor Dendrop, lorsqu'il a posé sur sa tête cette coiffe, il ressemblait tellement à son gourou qu'il l'a alors offerte en tant que relique sacrée à l'intérieur d'une statue. Qu'il était identique au gourou. En bref, on ne peut pas dire qu'une coiffe est identique à celle du Karmapa du seul fait qu'elle est noire. Donc Dusun Khenpa et Karma Pakshi avaient l'habitude de porter une coiffe noire, mais celles données par les empereurs chinois et mongols avaient la même forme et la même couleur, mais elles étaient beaucoup plus élaborées. Il semble qu'elles étaient simplement ornées de la coiffe des plus beaux bijoux et fabriquées dans une fabrique de la meilleure qualité. Mais il y avait quand même une coiffe noire avant que les Karmapas rencontrent les empereurs chinois et mongols. Ainsi, de nos jours, les gens qui ne connaissent pas les points principaux expliquent pourquoi la coiffe noire est importante. Ils disent parce qu'elle est importante, elle est précieuse parce qu'elle a tel ou tel bijou et qu'elle n'a donc pas de valeur. Mais cela ne diffère pas du dicton que l'on a qui dit que l'on veut transformer du bois de santal en charbon de bois pour le vendre. Il est donc important pour nous de connaître la situation réelle et les raisons. Et ainsi développer de la foi, mais quand on connaît la situation réelle et les raisons. Pas simplement en fonction de quelques apparences que cela peut avoir ou des idées que l'on a, parce que sinon c'est, risible comme comportement.
맛이 디린당에 대해 뭐는 중시에 땡겨서 누가다. Je suis quelqu'un, je vous ai raconté donc une histoire. 다 중세난다. 주름기 말하다. 네다. 야야, 다 되네. 야, 까마발래야 지금 생아. Donc le nom mantra ou la supplication en Karmapa, c'est Karmapa Chelo. Donc c'est une qualité spéciale, une spécificité au Karmapa. Mais quelle est son origine? Quand est-ce qu'on a commencé à employer Karmapa Chelo? C'est très difficile à déterminer avec exactitude. En effet, ce nom mantra s'est progressivement répandu parmi le public qui avait la foi envers le Karmapa. Mais il est difficile de montrer du doigt précisément une personne qui a commencé à l'employer. Donc en général, au Tibet, il y a un dicton qui dit Yarla Shangpo Se, Yarla Shangpo Se. On peut lire ce dicton dans les manuscrits de Durang. Lorsque le bouddhisme s'est répandu, on finit par, on entendait les phrases suivantes. Les trois joyaux savent, les trois joyaux nous regardent avec compassion. Donc une fois que le nom de Karmapa était bien connu, les gens ont commencé à l'appeler par son nom et à dire vous savez, vous, s'il vous plaît, regardez-moi. Vous qui savez, regardez-moi, s'il vous plaît. De nos jours, certains amis chinois du Dharma, certains amis que j'ai chinois, ils pensent que Karmapa Cheno, c'est le nom de Karmapa. Quand ils veulent m'appeler, par exemple, ils m'appellent Karmapa Cheno. Mais dans Karmapa Cheno, Chen, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire regardez-moi, regardez mes joies, regardez mes peines, protégez-nous, veillez sur nous. Donc en bref, Karmapa Cheno, c'est une supplication. Chen, c'est un mot pour parler de la supplication. Donc dans le texte imprimé sous la dynastie de Ming, appelé Images et mantras des noms des Bouddhas et des Bodhisattvas, il y a une image avec en haut une image du Karmapa Deshin Chekpa et en dessous de lui, il est écrit en chinois l'essence du Guru Karmapa ou précieux roi du Dharma, l'essence du Guru Karmapa ou précieux roi du Dharma et Om Mani Padme Hum. À gauche, donc un peu plus bas, à gauche, en écriture Lensai, il est écrit le gourou du karma, Namo Om Mani Padme Hum. Et un peu plus, donc de l'autre côté, à droite, en bas à droite, est écrit en tibétain, se trouve honneur au Seigneur du Dharma Karmapa Om Mani Padme Hum. Ainsi, à l'époque de Karmapakshi, Karmapakshi en lien avec le mani, a ouvert la porte à la pratique de la récitation du mani. Et du moins jusqu'au cinquième, à partir de Karmapakshi et du cinquième Karmapa Deshin Chekpa, le mantra mani, le mantra Om Mani Padme Hum était utilisé comme mantra de nom ou supplication à son égard. Donc c'était le nom c'était le mantra que l'on a récité pour demander le Karmapa, pour faire des prières au Karmapa. Plus tard, il est devenu Karmapa Cheno, qui a été utilisé comme mantra de substitution au nom de Karmapa. Et la première occurrence de ce mantra se trouve dans le Guru Yoga en 4 séances du Seigneur Mikyo Dorje. Le Guru Yoga en 4 sessions. Dans le Dharma de la montagne de Karma Changme, on dit, comme la supplication au gourou en sanskrit, karma signifie les, c'est-à-dire en tibétain, c'est-à-dire le sens de l'activité de tous les Bouddhas. Par conséquent, tous les gourous de la lignée ont uniquement accompli l'activité des Bouddhas. Il est donc possible de réciter Karmapa Cheno.
Donc, ensuite, plus loin dans les pratiques Karma Kamsang, donc, les gens employaient le mot karmawang. Et certains encore maintenant on dit même plus karmawa, on fait karma, on dit karma. Donc certains érudits disent que c'est peut-être beaucoup d'érudits disent que c'est pas forcément une très bonne chose, mais pour ce qui est le sens du nom Karmapa, Karmapa signifie celui qui fait l'activité éveillée de tous les Bouddhas. Donc, à partir du moment où l'on a un maître qui est authentique, il accomplit les activités des Bouddhas, de tous les Bouddhas, donc on peut aussi l'appeler Karmapa Cheno. Et on peut le prier en récitant Karmapa Cheno, puisqu'il accomplit l'activité éveillée de tous les Bouddhas. Donc c'est pour ça, si on arrive à comprendre le sens du mot Karmapa Cheno lorsque l'on récite Karmapa Cheno, je pense que c'est quelque chose de bien. Donc simplement, il ne faut pas penser simplement à un karmapa particulier ou à simplement un type de lama quand on prononce quand on récite le mantra non karmapa Cheno, mais à tous les maîtres authentiques de tout l'enseignement du bouddhisme, de tous les maîtres du Tibet, de tous les maîtres authentiques du Tibet, puisque ce sont des personnes qui accomplissent l'activité éveillée des Bouddhas. Donc on peut aussi les prier en récitant Karmapa Cheno, puisqu'ils accomplissent l'activité éveillée des Bouddhas, et c'est tout à fait bien de faire ainsi. Il est donc permis de réciter Karmapa Cheno pour eux. On devrait finir à 8h30 en heure, mais je ne sais plus le décollage horaire. Ah, mais il doit rester donc environ une demi-heure. Mais c'est peut-être pas nécessaire que je récite trop. Mais demain, on commence à la même heure. On fait la première heure, puis après une heure, on peut faire une demi-heure de pause, puis à nouveau, environ 30 ou 40 minutes d'enseignement en plus. Donc aujourd'hui, comme c'est le premier jour, puisque c'est le premier jour, j'ai pas réussi à tout bien préparer pour vraiment tenir pendant les 2 fois 1 heure, mais tous les jours, je vais progresser tous les jours, je pense. Donc maintenant, récitons les prières.